Peut-être vous pouvez dire quelque chose sur vous-même. Je vais vous parler un peu de mon parcours artistique. Donc, j'ai commencé la photographie fin des années 80, début des années 90, pendant que je faisais des études qui n'avaient rien à voir avec ça, faire des études de biochimie. Et j'ai commencé par faire, on va dire, une recherche autour du corps, de la mémoire, de l'identité. Donc, j'ai plutôt choisi une voie qu'on appelait à l'époque plasticienne. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans quelque chose de l'ordre du documentaire. Donc jusqu'aux années 2012, donc ces différentes séries ont été montrées dans des biennales, des salons comme Paris Photo, à Miami, à la Basel, enfin bon, un peu toutes les foires. Et où j'ai vraiment voulu aller interroger, on va dire, le statut, le régime qu'est la photographie, donc par une pratique beaucoup plus expérimentale que ce que je faisais jusqu'à présent. Donc j'ai choisi, on va dire, de travailler autour de la construction du paysage et en m'intéressant, on va dire, aux problématiques liées à la photographie numérique, c'est-à-dire aux problématiques algorithmiques, donc aussi aux bugs. Et depuis donc 2012-2013 à peu près, je travaille autour de cette construction du paysage, alors qui a commencé, on va dire, vraiment avec une introspection à l'intérieur des algorithmes de Photoshop, et toute une pratique autour aussi du questionnement sur l'anthropocène, donc les problématiques écologiques. Voilà. Après, j'ai travaillé autour, on va dire, du camouflage, mais comment la nature peut se camoufler elle-même. Et après ces 3-4 années qui étaient quand même très liées autour on va dire, d'un logiciel qui est Photoshop, je me suis intéressé aux problématiques des images automatiques, c'est-à-dire des images qui n'ont plus d'opérateur, comme justement nos vilains flusseurs en parlaient, et donc on peut retrouver dans Google Earth, mais aussi on peut retrouver tout un tas d'images comme ça automatiques dans le milieu, on va dire, de la science. Et c'est en ce moment, on va dire, la centralité de ma recherche. D'accord. Ça, c'est d'où vient votre projet Google comme média? C'est venu, en fait, depuis plusieurs années, on va dire. Je me promenais dans Google Earth, mais vu que ma pratique était plastique, n'était pas, on va dire, là-dedans, je trouvais ça très intéressant, mais je crois que je n'avais pas osé passer le pas de m'en servir, on va dire, pour mon travail. C'est-à-dire aussi d'assumer le fait de dire, oui, j'ai posé mon appareil photo, et je suis en train d'introspecter quelque chose tout en faisant de la photographie. Donc je pense qu'il m'a fallu un travail personnel et intellectuel pour me dire que j'étais quand même en train de continuer à faire de la photographie en allant investiguer, on va dire, un logiciel et en faisant ça derrière mon ordinateur assis sur une chaise. Et que quand même c'était toujours de l'image. C'est-à-dire que j'étais en train de me rendre compte que justement la photographie était en train grandement évolué et que c'était pas qu'une question de technique, c'était surtout aussi une question d'utilisation. Il y a eu le début de vraiment, quand les réseaux sociaux sont vraiment rentrés, on va dire, sur la planète. Les modes de diffusion, c'est-à-dire l'accélération d'Internet, parce qu'au début, on regardait ça un peu comme un outil, je dirais juste nouveau, mais ça ne restait qu'un outil. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que ça devenait une pratique à la fois sociale, à la fois politique. Donc, les enjeux changeaient. Donc c'est à ce moment-là que je dirais que c'est pas le côté technique qui m'a intéressé au départ, c'est beaucoup plus le côté sociologique, idéologique et comment, quelque part, comme un anthropologue, on pouvait regarder ça et se servir de cet outil pour regarder ces pratiques. Mais vous utilisez le Google, les moteurs de recherche, les logiciels, mais est-ce que vous se considérez comme un artiste ou un auteur de cette œuvre? Alors oui, parce que j'ai écrit un petit texte d'ailleurs qui presque en parle, où j'explique que pour moi, quand je fais ces captures d'écran, je suis un peu comme un photographe du 19e siècle qui était parti, on va dire, l'appareil photo sur l'épaule, documenter les premiers albums sur l'Égypte, par exemple, avec les pyramides, tout ça. C'était le début de la photographie et les gens partaient dans le monde faire des photos pour montrer aux gens d'autres pays à quoi ressemblaient d'autres espaces.
Donc quelque part, ça reprend exactement les mêmes principes. Je poursuivais des bugs, donc je choisis bien un moment. Quand je fais ma capture, c'est comme quand j'appuie sur un appareil photo. Donc j'ai bien tout le process, c'est-à-dire que j'ai l'instant décisif, j'ai le cadrage, j'ai tout ce qui constitue quelque part les bases de la photographie. C'est juste l'outil qui a changé. Puis après, je peux toujours aussi me dire que l'image qu'il y a dans Google, à la base, c'est une image d'un satellite, et que dans le satellite, il y a bien un objet de prise de vue. Donc c'est toute l'époque, on va dire, alors maintenant on en parle un peu plus, mais il y a tout un courant dans l'art qui était le courant de la réappropriation, où des gens se réapproprient des œuvres d'autres personnes. Là, on ne peut pas parler de réappropriation d'œuvres, on peut parler de réappropriation d'images, mais quelque part, après, on leur donne un autre statut, un autre contexte, et c'est le protocole qui fait que, je veux dire, à un moment, elles ont une autre vie. C'est-à-dire que même si Google voulait retrouver les images que moi j'ai extraites, si je ne leur donne pas les coordonnées, je pense qu'ils ne peuvent pas y arriver. Je pense qu'il y a des artistes comme John Raffman, par exemple, qui, eux, ont été dans une autre problématique par rapport à Google. C'était vraiment de capter, alors c'était toutes les scènes un peu assez drôles de la rue. Eux, ils étaient juste dans cette chose de captation. Moi, j'ai un rapport assez abstrait avec, c'est-à-dire que je fabrique des œuvres assez graphiques, quelque part. Donc, je ne me sers pas du côté de la réalité de Google. Je me sers presque de son côté de création graphique. Est-ce que tu comprends votre choix, votre utilisation du Google, c'est lié à votre formation scientifique? Parce que c'est un choix pas vraiment plutôt objectif, mais pas subjectif. Mais disons que je pense que ça va revenir à cette idée, bon, à Wilhelm Flusser, mais aussi à des artistes comme Joël von Coubertin, qui ont beaucoup travaillé sur la vérité des images. C'est-à-dire, est-ce que cette image que je produis raconte la vérité? Parce que c'est toujours le grand questionnement de la photographie. Vu que soi-disant c'est un enregistrement technique, il dit la vérité, mais ça dépend de l'opérateur qu'il y a derrière. De la même scène, on peut sortir des images extrêmement différentes qui racontent des choses différentes. Et on s'aperçoit aussi que les images ont souvent besoin de légendes. Parce qu'une même image, on peut la légender de manière différente. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans Google, c'est une fois que j'ai commencé à comprendre comment ils fabriquaient ces images et comment elles étaient assemblées, c'était aussi de regarder comment ça se rapprochait d'une soi-disant vérité et de jouer avec. Parce qu'il y a des images extrêmement fausses qui mentent absolument, comme il y en a peut-être des très vraies, et c'est de jouer sur ces registres et de les mélanger. Donc ça vient plus de réflexion, on va dire, théorique. Et ensuite, il y a quand même une chose qui est aussi très bien, c'est que Google, vous l'avez à la maison et vous pouvez aller dans le monde entier. J'ai commencé par un premier travail qui s'appelle Data Landscape. C'est un travail sur des bugs de représentation du paysage qui est essentiellement fait sur 2 régions dans le monde. En gros, on a pôle Nord, pôle Sud. Parce que je me suis aperçu donc, que Google à un moment avait des problèmes à la fois de modélisation, que ça fabriquait des images qui étaient vraiment très intéressantes, que j'aurais pu fabriquer quelques années avant par l'informatique, mais là, elles apparaissaient comme ça. Donc, je me suis mis quelque part à poursuivre un peu et à chasser ces images. Donc là, ça a été un travail qui est assez long parce qu'il faut passer des heures et des heures à explorer ces zones. Il y a eu un deuxième travail qui s'appelle City. Donc là, c'est bon, comme son nom l'indique, c'est dans les villes. Et j'ai mis au point un protocole, on va dire. Je me suis aperçu que Google n'avait pas fermé, on va dire, les façades des images. Donc on pouvait les traverser. Et je me suis amusé au début, mais ça faisait pour moi un peu trop jeu vidéo. J'ai traversé la ville d'Atlanta en passant à travers tous les bâtiments. Et à la fois, ça me rappelait quelque chose de ma jeunesse, qui est Le Passe-Muraille, qui est un film français, de quelqu'un qui avait un pouvoir de pouvoir passer à travers les murs et d'aller voir chez les gens, on va dire, ce qui se passait. Voilà. Je sais que maintenant, il y a des super-héros, je crois, qui font ça. Et je me suis amusé donc à tout un tas d'endroits dans le monde, à regarder comment je pouvais passer à travers, on va dire, ces murs, et qu'est-ce que Google me proposait comme image derrière, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Mais vu qu'il est dans un système qui est un mode sans échec, il est quand même tout le temps obligé de vous proposer une image. Et là,
si vous voulez, si vous regardez ces images-là, bon, ce sont des très grands formats, en fait, c'est des formats de 2 mètres par 150, donc ils sont très graphiques, vu que c'est très agrandi. Alors, c'est pas des pixels, c'est des voxels, puisque c'est de la modélisation 3D. On est vraiment dans une matière photographique qui est extrêmement étonnante, et à la fois, c'est quelque chose de très graphique, qui presque, de loin, quand vous le regardez, ça ressemble presque plus à de la peinture que à de la photographie. J'ai eu un autre travail, souvent quand je regardais Google, et vu que je suis pas du tout quelqu'un qui m'en sert quand je suis en voyage, c'était toutes ces petites icônes partout. Là, vous avez un restaurant, là, un aéroport. Enfin. Et je me dis, c'est très étonnant pour moi parce que c'est des nouvelles formes de cartographie. Et donc, je me suis, je dirais, amusé à détourer toutes ces icônes, c'est-à-dire à enlever, on va dire, le paysage qu'il y a derrière, à le mettre sur fond noir, à les associer. Et j'ai fait un triptyque. Quand vous êtes de loin, quand vous le regardez, vous avez l'impression que c'est une photo de l'espace, avec toutes les étoiles. Et quand vous vous approchez, vous apercevez que c'est qu'un truc de la consommation, et c'est une nouvelle forme de cartographie. C'est-à-dire qu'à la fois aussi, je joue avec ces choses de Google qui nous diraient, ah, mais vous êtes dans cette rue, et là, vous avez une pizzeria, là. Presque, il est en train de guider notre vie, si je suis connecté avec lui. Et à la fois, moi, je le bascule complètement dans dans une autre forme, dans un autre univers. Ensuite, il y a eu un autre projet qui, quelque part, qui est en continuité de cartographie, où je me suis aperçu que dans certaines régions du monde, alors notamment la mer de Chine, vers l'Australie, enfin un peu le Pacifique, les endroits, on va dire, assez peu habités, on peut regarder dans Google où est-ce que les endroits ont été numérisés. Ils modélisent par des petits carrés, on va dire, là où le satellite est passé. Mais il y a plein d'endroits où il n'y a rien. Et sauf qu'un satellite, il ne s'arrête pas. Il tourne, il filme tout le temps. Donc la question, est-ce que dans ces endroits où il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a vraiment rien, que ça n'a pas d'intérêt, ou est-ce qu'on ne veut pas nous montrer ce qu'il y a? Donc moi je pose cette question, mais chaque fois vous remarquerez, à la fois ça c'est l'histoire de la création de ces œuvres-là, et à la fois ces œuvres-là peuvent aussi se regarder d'une manière complètement graphique.